Time Break Baby. Près de 410 000 nouvelles contaminations à la Covid-19 lundi dernier, nouveau record depuis le début de la pandémie en France. Les taux d'incidence qui s'affolent, le nombre de classes fermées à l'école est en très forte hausse également. Tous les indicateurs montrent que le pays subit de plein fouet la flambée épidémique liée au variant Omicron. Pour en discuter, on est en direct avec Jean-Paul Hamon, médecin généraliste. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Jean-Paul Hamon, vu le nombre de contaminations complètement affolant en France, près de 410 000 pour la journée de lundi selon la plateforme CIDEP, est-ce qu'on sait si on est au pic de la vague épidémique ou est-ce qu'il va falloir s'attendre à pire encore? Alors, vous faites bien de parler de la plateforme CIDEP parce que 410 000, on doit être loin de la vérité parce que personnellement, j'ai essayé d'inscrire des personnes positives que j'ai vues dans mon cabinet hier et aujourd'hui, et je peux vous dire que c'est une sacrée galère, et j'ai pu en inscrire 1 sur 2, quoi. Donc, il y a certainement plus de 410 000 cas aujourd'hui en France. Bon, ceci étant, on était très inquiets il y a 3 semaines, 1 mois, quand on voyait cette vague d'Omicron. On savait pas si ça allait entraîner beaucoup plus de cas d'hospitalisation. Alors, sur le tas, c'est vrai que il y aura quand même une partie qui va aller en hôpital et quelques-uns qui iront en réanimation, mais c'est quand même beaucoup plus rassurant que ce qu'on croyait. Et les gens sont très très peu malades avec Omicron, sauf cas exceptionnels, quoi. Ça veut dire qu'avec Omicron, on peut se permettre de plus laisser circuler la maladie, comme certains l'entendent? Alors effectivement, on entend ça et je pense que c'est plutôt une bonne chose que ce virus soit extrêmement contagieux et peu virulent finalement. Donc on a peut-être une chance encore que dans cette pathologie, dans cette épidémie, celui qui fait des pronostics se trouve contredit pendant la minute, mais dans les semaines qui suivent. Donc c'est vrai qu'en étant optimiste, on pourrait espérer que les gens vont être massivement contaminés avec ce virus, et là on peut espérer peut-être avoir une immunité collective qui ferait que ce virus deviendrait un virus saisonnier qui ne deviendrait pas ça grave. veut dire que vous vous alignez sur ce que dit finalement le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a priori a de plutôt bonnes projections? Oui, c'est vrai, mais alors il faut pas négliger quand même le fait que le variant Delta est là et que c'est essentiellement le variant Delta qui remplit les réanimations. Et il y a quand même 3700 personnes en réanimation. Du moins, ça c'était les chiffres d'hier, j'ai pas ceux d'aujourd'hui. Mais 3700, c'est quand même beaucoup. Donc c'est pour ça que le gouvernement insiste, il a raison d'insister sur la nécessité de se faire vacciner. Et il faut continuer à se vacciner parce que si le variant Omicron est extrêmement présent, le variant Delta est toujours là et c'est lui qui entraîne ces formes graves essentiellement chez les personnes non vaccinées. Donc, il faut mettre la pression sur les personnes non vaccinées parce que c'est pas normal, il y a encore plus de 5 millions de personnes qui sont pas vaccinées et qui courent des grands risques. Alors du coup c'est un peu politique comme question, mais est-ce que emmerder les non vaccinés c'est du coup là aussi une solution? Est-ce que c'est une bonne façon selon vous de mettre la pression en tout cas sur les non vaccinés? Ouais, je pense que là le président a eu raison. Hein. C'est pas ça fait beaucoup de bruit, c'est emmerder les non vaccinés, mais c'est vrai que dans le fond il a raison. Vous savez, les soignants, ça fait 2 ans qui s'épuisent. Je pense à ceux qui sont dans les services de réanimation et qui voient mourir des gens. 120 000 morts, c'est pas rien. Et je peux vous dire que ça a touché les équipes. Il y a beaucoup d'infirmières qui ont démissionné, qui veulent plus faire ce métier, qui ont changé d'affectation. Et donc, si on veut que l'hôpital tienne le coup, il faut impérativement que les gens vaccinés se vaccinent. On passe à autre chose. Alors, vous avez récemment dénoncé un peu l'arrêt des débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi pour le pass vaccinal qui se sont tenus cette semaine. Je cite, c'était sur Twitter, vous avez dit « Les députés se sont couverts de gloire, c'est pas comme si on avait une pandémie et des millions de non-vaccinés ». Est-ce qu'il faut comprendre par là que le pass vaccinal aujourd'hui est absolument nécessaire? Oui, je pense que oui, le pass vaccinal est nécessaire. C'est vrai que bon, là, on a assisté à des petites passes de politique politicienne qui fait pas honneur à l'Assemblée nationale. Sincèrement, retarder l'instauration d'un pass vaccinal, c'est perdre du temps,
c'est faire en sorte que 2 personnes non vaccinées vont encore se retrouver en réanimation. Et ça, c'est pas acceptable. Ça veut dire qu'il aurait fallu même presque aller encore plus vite sur le pass vaccinal, voire sur d'autres mesures? Écoutez, il y a une discussion à l'Assemblée, il y avait une discussion. Moi, je pense sincèrement que le pass vaccinal est une bonne chose. Je pense que, si on veut vraiment ralentir la circulation de ce virus, il faut vraiment être sérieux, c'est-à-dire permettre aux gens de s'équiper en masque FFP2. Vous savez, ces masques qui garantissent vraiment, quand vous êtes tout seul face à une personne sans masque, avec ce masque, vous avez 98% de chances de ne pas choper le virus si vous le mettez correctement. Donc les masques FFP2 dans les transports, ça devrait être obligatoire et le gouvernement devrait faire en sorte que ces masques-là ne coûtent pas cher aux Français, que les enseignants puissent avoir ces masques FFP2. Là, je parlais avec des enseignants, ils ont touché des masques chirurgicaux, mais ils n'ont toujours pas de masque FFP2. Il y a une étude qui est en cours là-dessus. Pardon ? Il y a une étude qui est en cours justement pour envoyer des masques FFP2 aux enseignants. Des mesures, il est temps de le faire. Et puis il y a des choses qui ne se font pas non plus. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'on parle des purificateurs d'air qui sont efficaces et qui pourraient sécuriser les classes, sécuriser les petits commerces, sécuriser les restaurants, sécuriser les salles d'attente. On investit beaucoup d'argent dans le chômage partiel. On pourrait investir dans les purificateurs d'air. On pourrait délivrer des FFP2 à des prix ou même les offrir, enfin les donner aux enseignants, les donner à toutes les personnes qui en ont réellement besoin et faire en sorte que dans les transports, les gens portent ces masques FFP2. Vous savez, vous avez 1 heure ou 2 heures de transport, le masque, il peut servir. Donc, c'est quand même important de se protéger au maximum sans rentrer dans la psychose, quoi. Donc, clairement, il y a des mesures de protection qui sont simples et qui permettraient aux Français de vivre quasiment normalement, sans être contaminés. Alors, les protocoles sanitaires mis en place dans les écoles n'ont pas vraiment l'air de fonctionner. En tout cas, aujourd'hui, les personnels dans les établissements scolaires ne s'en sortent pas. Preuve en est cet appel à la grève nationale jeudi prochain pour une école sécurisée sous Omicron. Comment on fait justement pour sécuriser l'école aujourd'hui ? Pour sécuriser l'école aujourd'hui, d'abord on donne des masques FFP2 aux enseignants. On met des purificateurs d'air partout où on peut pas ouvrir les fenêtres régulièrement. Et de toute façon, on fait en sorte que les cantines fonctionnent avec à demi-jauge, c'est-à-dire qu'on fait quasiment un service continu à la cantine pour que les gamins soient pas tout à fait les uns proches les uns des autres à un moment où ils vont être sans masque. Je pense qu'il faut des mesures simples. Maintenant, demander des tests à J2, J4, etc., c'est à mon avis, c'est complètement mission impossible quand on voit la difficulté à se procurer des tests. Moi, hier, j'ai réussi à faire un test à un petit de 3 ans ça s'est passé impeccablement. Le gamin a absolument rien dit. Il était positif. Et du coup, j'ai testé les 2 autres membres de sa famille qui eux aussi avaient une rhinite et ils ont été tous les 3 positifs. Donc, clairement, si vous voulez, mais ça s'est bien passé avec un gamin. Mais c'est vrai que quand vous approchez avec votre écouvillon pour faire un test à un pauvre gamin, je peux vous dire que généralement, il ne sait pas faire et il a bien raison. Oui, globalement, c'est pas forcément évident avec les enfants, on imagine. Merci beaucoup, Jean-Paul Hamon, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. 3 heures de direct. Jusqu'à minuit, c'est Time Break. Time Break!